2020, votre quart d'heure américain. Now to those devastating wildfires, Portland, Oregon, with the worst air quality in the world. Overnight, the slow-moving Hurricane Sally slamming the Gulf with heavy rains, potentially devastating flooding. Des gigantesques incendies meurtriers dans l'ouest, des villes recouvertes d'une fumée épaisse, des niveaux de pollution records et sur les côtes, des ouragans plus nombreux et plus intenses. Cet été américain cumule les phénomènes météo extrêmes et il remet sur le devant de la scène l'enjeu du changement climatique à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle. Vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Je suis Antoine Boyer, bienvenue. Ici, à Washington, le beau ciel bleu de l'été indien a tourné gris avec l'arrivée des fumées des incendies des États de l'Oregon et de la Californie, pourtant à des milliers de kilomètres de la Maison-Blanche. Son occupant, Donald Trump, a rencontré le 14 septembre les autorités de Californie à Sacramento, la capitale de l'État. Bras croisés, assis à côté d'une photo d'un énorme brasier, le président américain écoute un responsable californien lui parler de l'impact du changement climatique sur leur forêt. Si on décide d'ignorer ce que nous disent les scientifiques et de se voiler la face en n'y voyant qu'un problème de gestion des forêts, on n'arrivera pas à protéger ensemble les Californiens. You just watch. Ça va se refroidir, vous verrez, répond Donald Trump. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous, poursuit le responsable local Wade Crowfoot. Sourire du président qui lance « Je ne pense pas que la science sache réellement ». Cette pique climato-sceptique, ce déni apparent du changement climatique, Donald Trump en est un adepte. Quelques minutes avant cette déclaration du président républicain, de l'autre côté du pays, dans son fief de Wilmington, son adversaire démocrate Joe Biden l'attaquait justement sur son bilan environnemental, mettant le temps d'un instant le focus de la campagne sur le changement climatique. Si on donne à un pyromane du climat 4 années de plus à la Maison-Blanche, comment s'étonner que l'Amérique s'embrase encore davantage ? Si on donne à un climato-sceptique 4 années de plus à la Maison-Blanche, comment s'étonner que l'Amérique continue de prendre l'eau ? Bonjour Yvan Couronne. Bonjour. Tu es journaliste à l'agence France Presse au bureau de Washington. Tu es spécialisé dans les questions scientifiques et donc climatiques. Tes premières amours dans ce bureau ont été politiques puisque tu étais en charge de l'actualité au Congrès américain. Alors j'ai une première question. Pourquoi le changement climatique est l'un des thèmes de cette campagne 2020 ? Parce que 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées depuis qu'on fait des relevés météo, donc depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est difficile de ne pas voir ce qu'il y a sous nos yeux. L'ouragan le plus coûteux de l'histoire en termes de dégâts a frappé le sud des États-Unis la première année du mandat de Trump, en 2017. Et l'Ouest américain a connu, sous cette présidence, les feux de forêt les plus gigantesques de l'ère moderne. Et d'ailleurs, comme tu le sais, dans l'Ouest américain en ce moment, c'est les plus grands incendies qu'a jamais connu le pays. Pour donner un ordre de grandeur, ça brûle depuis 1 mois, à de multiples endroits dans l'Ouest. Et il y a en tout plus de 20 000 km² qui ont brûlé. C'est presque 2 fois l'Île-de-France en superficie. Donc c'est absolument cataclysmique. Donc entre les ouragans, les canicules, les sécheresses, les feux de forêt, comment est-ce que le changement climatique ne pourrait pas être un sujet de la campagne ? En revanche, comme tu l'as dit, c'est un sujet, c'est pas le sujet. À l'ouest des États-Unis, dans la vallée de la mort, la température est montée jusqu'à 54,4 degrés Celsius. Et à Denver, dans le Colorado, on est passé en 24 heures, tenez-vous bien, de la canicule à la neige. Selon les scientifiques, le changement climatique amplifie ces phénomènes extrêmes. Alors, chez les Américains, le réchauffement de notre planète inquiète de plus en plus. Ce qui est nouveau, selon des chercheurs en sciences politiques, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens pour qui le changement climatique est un sujet jugé extrêmement important. C'est environ 25% de l'électorat pour qui c'est la cause la plus importante, bien plus que le reste.
Et ces gens-là sont principalement démocrates, mais aussi parmi ceux qu'on appelle les indépendants. Les indépendants, c'est environ la moitié des électeurs aux États-Unis. Alors ça, c'est moins marqué chez eux, mais disons qu'il y a tout un bloc maintenant de l'électorat qui se détermine en fonction de ça. Et ces gens-là vont voter largement pour Joe Biden. Chaque fois, en revanche, que Donald Trump parle de changement climatique en faisant une blague, en ironisant, ça, en revanche, ça mobilise des gens de l'autre côté. Donc clairement, il a plus intérêt à parler de l'économie, de l'insécurité, du vaccin, tout ce qu'il veut, sauf de ça. Il y a une scénette, je dirais même plus un sketch que Donald Trump, amateur de one-man show, aime répéter lors de ses meetings. Il joue le rôle d'un couple qui découvre qu'ils ne pourront pas regarder la télévision car il n'y a pas de vent dehors, donc les éoliennes ne tournent pas. You'd be doing windmills, and if it doesn't blow, you can forget about television for that night. Darling, I want to watch television. I'm sorry, the wind isn't blowing. Mais en revanche, ce que Donald Trump ne dit plus, c'est que le réchauffement climatique, c'est un canular. Avant d'être président, c'est plutôt ce qu'il disait. Maintenant, il est sur une autre ligne en disant oui, peut-être que ça se réchauffe, mais ça se refroidira. Oui, mais les États-Unis en ont déjà fait beaucoup. Et d'ailleurs, on fait beaucoup de choses sur l'environnement, ce qui n'est pas vrai. La présidence Trump, c'est un recul environnemental, c'est un recul sur les normes anti-pollution, c'est un recul climatique, évidemment. Barack Obama avait mis les États-Unis sur une trajectoire modeste de réduction des émissions de gaz à effet de serre et Trump a tout arrêté. Et bien sûr, il est sorti de l'accord international sur le climat de Paris. Il a annulé d'innombrables normes environnementales, pour n'en citer que deux, des normes pour les centrales au charbon et d'autres pour les véhicules, qui étaient deux piliers du bilan environnemental de Barack Obama et qu'il a abrogé. Sans compter la révocation ou les changements de normes anti-pollution, de protection de l'environnement. Ça a été 3 ans assumés de cassage de tout ce qui était signé Obama en termes d'environnement. Quand Trump sort de l'accord de Paris en 2017, un certain nombre d'États, dirigés par des gouverneurs démocrates, des villes démocrates, des grandes villes, et des entreprises se mettent à dire nous, on va prendre le relais et on va faire ce qu'on peut au niveau local pour compenser le recul au niveau fédéral. Donc ça, on le voit dans la trajectoire des émissions de carbone américaines. C'est pas idéal, c'est moins que ce que d'autres pays arrivent à faire, mais disons que ça a permis aux États-Unis de garder la tête hors de l'eau, de ne pas prendre trop de retard. L'espoir, c'est que Joe Biden soit élu et remette très vite les États-Unis sur les rails pour atteindre les objectifs généraux de l'accord de Paris. Justement, Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, a dit que l'une des premières mesures qu'il prendrait, c'est de réintégrer l'accord de Paris. So on day one, I will immediately rejoin the Paris Climate Accord. L'accord de Paris, chaque pays fixe ses propres objectifs. Donc le vrai enjeu, c'est que Joe Biden revienne dans l'accord de Paris, mais fixe des objectifs ambitieux pour vraiment infléchir la courbe américaine pour le carbone. Et là, il a un objectif, il l'a annoncé dans la campagne, assez ambitieux, même très ambitieux, puisqu'il veut que les États-Unis atteignent la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire les émissions en net soient de 0. On réduit au maximum les émissions de carbone, on passe au tout électrique, etc. etc. Et ce qu'on n'arrive pas à éliminer, on le compense. Grosso modo, on plante des arbres pour absorber le carbone de l'atmosphère. J'aime bien rappeler que la neutralité carbone en 2050, il y a 5 ans, en 2015, quand l'accord de Paris a été signé, c'était perçu comme absolument radical. D'accord ? Personne, aucun grand pays n'avait ça comme objectif. Maintenant, on ne peut pas être démocrate aux États-Unis si on n'adopte pas cet objectif-là. Joe Biden a décliné un plan climat qui est considéré comme, par les militants écologistes environnementaux comme très ambitieux. Donc, s'il gagne la Maison-Blanche
Et n'oublions pas, si les démocrates gagnent le Congrès, enfin en particulier le Sénat, en théorie, les États-Unis pourraient accomplir énormément et revenir dans le rang des autres pays. Et donc on parle souvent de Joe Biden comme un démocrate modéré, mais de fait, s'il arrive à appliquer son programme sur le climat, ce sera le président le plus vert de l'histoire des États-Unis. Parmi les mesures phares du programme de Joe Biden, un investissement de 2 milliards de dollars sur 4 ans pour la transition écologique, une électricité propre d'ici 2035 et une neutralité carbone au plus tard en 2050. Des promesses validées par l'aile gauche du Parti démocrate, dont Alexandria Ocasio-Cortez, qui a travaillé sur la partie environnement du programme Biden. Alors, j'ai téléphoné à Nathalie Mebane, une des responsables de l'organisation écologiste 350 Action, pour avoir son avis sur le projet climat du candidat démocrate. Il soutient encore la fracturation hydraulique à laquelle nous sommes totalement opposés. Nous voulons purement et simplement l'interdire. Donc il faut encore négocier avec lui. Mais on peut travailler avec lui, contrairement à Donald Trump, avec qui c'est impossible. Si la militante écologiste reconnaît que le changement climatique est devenu un enjeu de cette campagne présidentielle, il y a encore du chemin à parcourir. Je pense que c'est un enjeu qui n'est pas assez mis en avant. L'année dernière, il y a eu des discussions pour organiser un débat sur le changement climatique et la direction du Parti démocrate dans son ensemble s'y est opposée. Beaucoup de gens étaient très en colère. On disait que le changement climatique était l'enjeu le plus important et pourtant, on ne le traitait pas comme tel. Donc je pense toujours que les médias et la plupart des élus n'envisagent pas le changement climatique à la hauteur du risque et du danger qu'il représente. 350 Action n'a pas officiellement soutenu de candidat à l'élection présidentielle, mais Nathalie Mebane a tout de même des conseils à donner à Joe Biden. La meilleure chose à faire, c'est de dire la vérité absolue aux gens sur ce qui nous attend. Ne tournez pas autour du pot. Si vous entendez Bernie Sanders parler du changement climatique, il crie sur les gens. Il dit « C'est la menace la plus grande pour toutes les vies humaines ». Il le fait parce que c'est vrai. N'essayez pas de cacher la vérité parce que vous ne voulez pas que les gens se sentent mal. Faites-les se sentir mal. Si vous ne vous sentez pas mal face au changement climatique, c'est que vous n'écoutez pas. Ensuite, ce qu'il peut faire, une fois que les gens sont prêts à entendre le message car il dit la vérité, c'est présenter le calendrier précis qu'il veut suivre pour renoncer complètement aux énergies fossiles et une méthode pour y arriver. Donc je veux qu'il promette devant le monde, et ce serait la bonne chose à faire tout de suite, que nous n'allons plus jamais approuver de nouveaux projets d'énergie fossile au niveau fédéral. Et elle prend les devants, anticipant peut-être les critiques sur la réalisation de ce programme ambitieux. Je veux lui montrer que ces politiques sont populaires. Je ne pense pas que c'est qu'il ne veut pas les mettre en place. Je pense que parfois, les politiciens peuvent se retrouver coincés dans le schéma. Est-ce que ça va être populaire ? Si ce n'est pas populaire, vous ne gagnez pas. Ok, je comprends ça. Mais je pense que c'est en fait une stratégie gagnante. Et je pense que s'il s'engage davantage pour le climat, il sera très surpris et ravi de voir les résultats, à la fois pour son administration, mais aussi pour les candidats démocrates partout dans le pays. Ça fait un peu peur quand je parle à des jeunes. Je travaille avec beaucoup de jeunes militants pour le climat. Certains viennent juste de commencer la fac et j'ai eu une conversation la semaine dernière avec une militante qui voyait tous ces incendies. Elle me disait « Nathalie, à quoi ça sert que j'étudie? À quoi ça sert que je travaille si dur pour faire tout ce que je veux faire ces prochaines années? Je le fais, mais j'ai l'impression que c'est totalement inutile. Je planifie une carrière qui n'existera peut-être même pas. » Et ça m'a brisé le cœur. Elle a 18 ans et je n'avais pas de réponse. J'ai fait de mon mieux pour la consoler. Je lui disais « Je comprends, je suis pareil. J'ai pleuré à cause de ça hier. » Elle m'a répondu
C'est clair. Et ce sont de vraies conversations que j'ai avec des jeunes avec qui je lutte contre le changement climatique. Vous ne le savez peut-être pas, mais à part Joe Biden et Donald Trump, il y a d'autres prétendants à la Maison-Blanche, comme Howie Hawkins, le candidat du Green Party, le parti écologiste américain. En 2016, sa prédécesseur Jill Stein avait récolté 1,07% des suffrages exprimés au niveau national. C'était le 30e épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Si vous aimez notre programme, parlez de nous autour de vous. Un grand merci aux équipes à Washington qui m'aident à préparer ce podcast chaque semaine, Salima Belhadj, Laura Hakoun, Lucie Aubourg, et à Paris, Perrine Salessi, Laurent Nicolas, Colline Salois et Michaela Cancela-Kiefer, rédaction en chef Hervé Rouache et Brigitte Dussault. Je voudrais aussi saluer mes compères Alice, Antoine et Gaspard qui, chaque semaine ou presque, donnent de la voix pour assurer les traductions françaises. Composition musicale Lena Kane-Kyo. Portez-vous bien, à vendredi prochain, américanement vôtre.